Bonsoir. Eh bien, écoutez, bienvenue sur le dernier talk de la journée qui va évoquer le sujet de collectionner la BD. Ce talk est en écho à l'exposition que nous avons montée au niveau bas du carreau du Temple sur les rapports entre la BD et l'art contemporain. L'exposition s'appelle BD Drawing Correspondance et je vous invite à aller la voir. Nous avons pu monter cette exposition grâce à des prêts de la Cité de la bande dessinée de l'image d'Angoulême, à des collectionneurs privés comme M. Lucas Hureau qui représente la collection de Michel-Édouard Leclerc, à des galeries. Voilà, et donc c'est vrai que c'était important pour nous de montrer cette présence du dessin, la relation entre le dessin et l'art contemporain, et savoir ce qui anime les passions des galeristes qui défendent ce sujet, des collectionneurs qui sont très engagés, et des artistes voilà, dont on connaît le travail grâce à Anne, en fait. Kilofer, si je connais son travail, c'est grâce à Anne depuis quelques années. Donc voilà, nous sommes ravis que vous ayez accepté de participer à ce talk tout à fait informel, mais animé par Vincent Bernière des Cahiers de la BD. Donc Vincent, je vous passe la parole. Merci. Une petite présentation rapide des participants. Je suis ravi que vous soyez là pour participer à ces rencontres. À la fin des dites rencontres, on fera passer un micro éventuellement pour que vous puissiez poser des questions. Donc Lucas Hureau, qui a été présenté rapidement par Christine, est un spécialiste de l'estampe, si je ne m'abuse, et il a travaillé de nombreuses années chez Arcurial, maison de vente fameuse, qui a été, il faut bien le dire, pionnière en matière de vente d'originaux de bande dessinée, sous la direction notamment de Éric Leroy, et puis qui donc désormais a rejoint Mail Publisher, la maison d'édition notamment de Michel-Édouard Leclerc, et qui récemment a produit une quantité assez importante de print et d'estampes, réalisées par des auteurs de bande dessinée et quelques artistes. On verra la distinction peut-être tout à l'heure. Rina Zavagli, qui est donc galeriste de la galerie Martel, rue Martel à Paris depuis environ 10 ans, non ? Voilà, 2008-2018. Patrice Kilofer, dit Kilofer, qu'on ne présente plus, cofondateur de la maison d'édition L'Association en 1995, auteur de bande dessinée, illustrateur, artiste, ça, on le verra bien. Et Anne Barraud, donc, qui dirige la galerie parisienne Anne Barraud, et qui a la particularité de mélanger en effet des artistes, ou dits artistes d'art contemporain, en tout cas des dessinateurs, et des auteurs de bande dessinée. Alors, ma première question, puisqu'il faut bien une première question, s'adresse plutôt à Lucas, puisque fort de ta grande expérience, de votre grande expérience, Lucas, vous avez côtoyé, je pense ici, de nombreux collectionneurs. Et justement, c'est une question qui est aussi d'ordre personnel, parce que moi, je ne les connais pas, par contre. C'est quoi le profil type d'un collectionneur de bande dessinée, si tant est qu'on puisse le définir? Alors évidemment, il y a plusieurs profils de collectionneurs de bande dessinée. Le profil type qu'on retrouve le plus souvent, c'est vraiment l'amateur de bande dessinée depuis la jeunesse qui rachète une part de sa nostalgie. C'est ce que beaucoup d'experts disent quand on les interroge. C'est ce que j'ai rencontré également le plus souvent. On a peu finalement d'amateurs éclairés et d'amateurs d'art et de dessin. C'est relativement rare en fait. Néanmoins, évidemment, il y a tout type de collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs compulsifs aussi. Il y a des collectionneurs qui se laissent guider aussi par les galeristes, ce qui est très important, ou par des relations d'amitié avec différents artistes. Mais la plupart du temps, en tout cas, les grosses collections sont faites par des amateurs et des passionnés. Beaucoup de bandes dessinées franco-belges, essentiellement. De comics aussi, mais moins en Europe. Donc le champ de vision et le spectre est assez réduit en général. Et donc ils collectionnent vraiment ce qu'ils ont eu l'habitude de lire. On parle d'une quarantaine, cinquantaine de gros acheteurs de bande dessinée, c'est vrai ?
On doit avoir autour de 500 collectionneurs, 5 ou 600 collectionneurs de bande dessinée, petits amateurs et gros collectionneurs. C'est vrai que le spectre se restreint énormément à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros de budget annuel. À ce stade-là, on doit avoir effectivement une trentaine, quarantaine de collectionneurs en Europe. Je maîtrise mal le côté américain, mais il y a un marché qui est énorme aux États-Unis. Donc ça doit être plusieurs centaines en tout cas dans le monde. Et puis il y a l'Asie aussi qui est en développement. Le marché est quand même très très réduit en Asie, il existe, il est très confidentiel et il est essentiellement comment dire, accaparé par des collectionneurs asiatiques. Alors, on ne va pas en faire des tonnes non plus, mais c'est vrai que sur le second marché, en tout cas, on est bien d'accord que les œuvres principales qui dépassent, on va dire, 100 000 euros pour atteindre des prix parfois assez faramineux concernant notamment Hergé, concernent des auteurs de bande dessinée décédés, faisant partie des grands classiques. Alors sûrement peut-être selon l'angle que vous avez soulevé à demi-mot, c'est-à-dire l'angle de la nostalgie des gens qui achètent des originaux de bande dessinée, d'albums qu'ils ont lus dans leur enfance, oui, sous la forme une forme de nostalgie, on va dire. Oui, aussi, il faut bien voir que la bande dessinée, c'est quand même un art récent, que le marché de la bande dessinée, aujourd'hui, à peu près, il a 25 ans à 30 ans, qu'au début, ça n'avait pas du tout ces valeurs-là, que c'était présenté par des librairies et non pas par des galeries, que le travail de galeriste en bande dessinée, ça fait à peu près 20 ans qu'il existe, je crois, à peu près. Enfin, Anne, ça fait combien de temps que... Oui, moi j'ai ouvert en 99. Donc il y a... Oui, il y avait Daniel Maguen notamment. Slumka. Slumka est venu beaucoup plus tard, c'est il y a 10 ans à peu près. Rina a 11 ans. Parce qu'on est né aux mêmes périodes, c'est-à-dire que Slumka, bonjour, voilà, donc tout le monde. Et je suis, en effet, ça fait 10 ans que la galerie existe, et donc Slumka, c'était juste une semaine avant moi. Et moi, j'ai ouvert le 27 novembre, donc ça doit être le 20. Et après, je pense qu'il a duré quelques années aussi, non? Et Slumka était un ovni dans le milieu, un spéculateur qui a acheté de manière frénétique en vente aux enchères pour revendre quelques mois plus tard dans sa galerie à des prix stratosphériques par rapport au marché réel. En effet, si je peux dire juste une chose, donc moi, quand j'ai ouvert il y a 10 ans, il faut dire que moi, à la base, je n'étais pas une lectrice de bande dessinée du tout. C'est depuis que j'ai rencontré mon mari il y a 25 ans. J'avais aussi les stéréotypes, si vous voulez, de la bande dessinée. Mais quel mari de qui Mon mari, Lorenzo Mattotti, voilà. Et qui est un auteur de bande dessinée. Et c'est en effet, après avoir rencontré Lorenzo, que tout un monde s'est ouvert. Bien évidemment, on avait tous des artistes autour qu'on côtoyait. Et pour moi, voilà, c'était une révélation. Et il y a 10 ans, quand j'ai ouvert, je sentais vraiment les besoins. Je disais, mais il n'y a pas vraiment... pourquoi la bande dessinée, de toute façon, c'est un art entier, c'est un moyen de communication. De toute façon, des artistes qui travaillent dans plusieurs domaines. Et je ne voyais pas, effectivement, malgré il y avait beaucoup de galeries, mais plein de galeries, voilà, avec les collectionneurs types qui viennent regarder les petites choses et qui ne s'intéressent pas du tout s'il y a un bel cadre autour, si c'est mis dans une... Cioè, c'est plutôt librairie, on va, on regarde et on s'attache à ça. Et moi, ecco, voilà, c'était celle que je voulais faire, c'est donner la bonne place, mettre en valeur en dessin une plage de bande dessinée, chose qu'à l'époque, voilà, je ne voyais pas tellement. Il y avait la galerie de, effectivement, de Eric, oh là là. Daniel Maguen? Non, la galerie de notre ami. Barbier? Non, où ça? Tour Eiffel. Il marche notre micro? Christian Desbois. Oui, pardon, je suis malade, désolée. Ce matin, je me suis mis prendre de médicaments. Et Christian était voilà, vraiment... il y avait effectivement des belles expositions, etc. Mais je trouvais que ça manquait du tout complètement, en effet, une belle. Et donc, le défi, c'était ça, c'était de montrer des artistes que j'aimais, que, voilà, avoir une ligne artistique précise. Et
et voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé cette galerie. Et pour moi, c'était un bel parcours, que ça continue, mais ça fait 10 ans voilà, que j'expose. Et il y avait aussi, et il y a toujours Art Factory. Oui, qui est sur un domaine un peu plus marginal. Qui est maintenant plus sur l'illustration, mais qui a travaillé aussi avec Kilofer, par exemple Pierre Lapolice, qui a travaillé avec beaucoup d'auteurs de bande dessinée et qui travaille toujours avec des auteurs de bande dessinée. Mais Lucas, par rapport à la structure du marché, évoquer les pionniers me rappelle Raskin, par exemple, de la librairie au Carrefour Saint-Germain. Elle a eu plusieurs noms, mais c'était quand même peu structuré. Je ne sais pas si ça l'est toujours beaucoup, mais... La structure est venue très lentement sur le marché. Au début, c'est vrai que c'était vraiment des choses qui passaient sous le manteau dans des librairies. Effectivement, Raskin a eu accès à un stock d'Hergé qui était assez impressionnant. Et de Prat aussi, quand sa librairie s'est retrouvée inondée. Ouais, ils ont eu le Jésuite Joe et ils ont eu les planches du Sceptre, je crois, de mémoire. Et à l'époque, ça valait rien. C'était 50 000 francs, je crois, à peu près. Aujourd'hui, ça vaut entre 900 000 et 1,5 million, je crois, une double du Sceptre, à peu près. Enfin, 500 000 une simple et entre 900 et 1,5 million pour une double. D'ailleurs, Renaud en avait acheté une, la dernière que personne ne voulait, qui s'est revendue récemment chez Arcurial. Donc, voilà, il y a eu comme ça beaucoup de choses qui sont présentées de manière très cloisonnée, en fait. Et beaucoup de collectionneurs, en fait, ont constitué leur collection à un moment aussi où les dessinateurs n'avaient pas conscience du tout de la valeur. Oui, Franquin avait coutume de dire à l'imprimerie, on marchait dessus. Hein. Oui, il y a beaucoup de mythes, je crois, sur le lieu des planches et leur conservation, mais effectivement beaucoup d'éditeurs conservaient les planches et certains les prenaient et elles n'étaient pas rendues en fait aux dessinateurs. On a la même chose au Japon aujourd'hui, donc en fait on retrouve comment dire, ce désintérêt pour la valeur de ce matériel d'impression, on va dire, parce qu'à la base, c'est du matériel d'impression. Je me perds dans ma pensée. C'était le livre, en fait. La seule finalité, c'était le livre. Oui. Donc, j'ajoute, par exemple, que, contrairement à d'autres domaines culturels, c'est le seul matériel d'édition ou d'impression qui a de la valeur. Par exemple, en musique, le master, qui donne naissance à un disque, n'a aucune valeur. Donc là, on est vraiment dans un système très particulier, d'ailleurs, qui va toucher peut-être ce dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre le dessin d'art et le... Il reste le manuscrit et la partition, qui sont quand même les mêmes bases, en manuscrit, fait. Ouais. Mais c'est effectivement... Oui, c'est toute la différence entre manuscrit, partition et livre imprimé. Il y a un marché aussi pour le livre. On a la même chose en bande dessinée. On a les codes pour les albums qui sont très référencés et très clairs, tant aux États-Unis qu'en Europe. Donc c'est un marché en fait à deux vitesses. C'est vrai que là, on parlera que des originaux parce que toutes les galeries sont spécialisées originaux. Il y a de moins en moins de libraires. C'est un marché qui s'est écroulé il y a 3-4 ans, qui était très fort il y a une dizaine d'années. Le marché de l'album. Pas d'accord, Kilo? Non, mais je pensais à Anne, puisque moi je suis chez Anne Barrault en tant qu'artiste, et tu disais que toutes les galeries étaient spécialisées en bande dessinée. Enfin, là, je trouve que, parce que là on parle beaucoup de galeries spécialisées, effectivement. En général, c'est vrai que c'est le cas. Mais il y a quelques exceptions, comme Anne. Et je trouve, alors c'est très bien, des galeries spécialisées en bande dessinée, en originaux de bande dessinée, mais je trouve que c'est tout l'intérêt du travail que fait Anne, c'est que justement, c'est pas spécialisé. La bande dessinée va être traitée comme le reste, à savoir l'art contemporain, le reste, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est mis sur un même pied, il n'y a pas de séparation, c'est la même chose, c'est intégré. Mais peut-être que Anne pourrait en parler mieux que moi. Oui. Mais en effet, c'est aussi le travail que fait la Galerie Martel, que c'est pas du tout bande dessinée. On travaille... C'est bande dessinée, mais je travaille avec des artistes qui sont sur plusieurs domaines. C'était ça le défi. Donc, quand j'ai commencé, j'ai exposé un des premières. Bon, c'était Alberto Breccia, ça, c'était un grand maître qui, malheureusement. Non, mais après, tout de suite après, Milton Glaser, j'ai fait la première grande expo de Roland Topor en 2010, une grande expo. J'ai fait Tommy Ungerer, donc voilà. Donc, c'était pour vous dire qu'en effet, on n'est ni les deux spécialisés.
Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de mal à être spécialisé aussi, quoi. C'est pas. Mais moi, l'histoire a commencé parce que effectivement, l'idée c'était comment montrer des auteurs de bande dessinée dans une galerie d'art contemporain, parce que la bande dessinée m'intéressait, et spécifiquement Kilofer et David B, qui sont les deux seuls auteurs avec qui. Yoren. Oui, mais Yoren, est-ce qu'on peut le considérer comme un auteur, Yoren? Oui. Il reste une place. Et donc, ce qui m'intéressait chez David B et Kilofer, c'est aussi qu'ils étaient les fondateurs de l'association. Et l'association, c'est vraiment. On ne pourrait pas considérer Yoren comme un auteur. Mais si, oui, bien sûr, mais on en a déjà parlé ensemble. Yoren, il a fait quelques albums, mais aujourd'hui, tu as fait beaucoup les dernières expositions, les derniers livres. C'était plus un regard critique ou presque scientifique sur certains albums. C'est plus dans la démarche oubapienne. Mon intervention dans la galerie, c'est souvent, c'est rarement de la bande dessinée aussi. Mais c'est vrai, Yoren, peut-être que tu nous fais un album. Mais alors du coup, Anne, pour revenir à la question initiale, qui vous achète des auteurs de bande dessinée ou des artistes? Justement, ce qui m'a intéressée, c'est... Alors, on a fait une première exposition en 2003 qui s'intitulait Oubapo. C'est comme ça que j'ai rencontré Yoren, Kilofer et David B. Faisait pas partie du groupe Oubapo, mais... Donc, Oubapo, c'est Ouvroir de bande dessinée potentielle. C'est comme ça que tu as rencontré toute l'association. Voilà, exactement. Et que oui, c'est souvent des expérimentations, ce qui est pratique un peu dans le cadre de l'exposition, qui peuvent se dérouler sur une page, comme par exemple les Upside Down de Kilofer, c'est le pendant version bande dessinée de l'Oulipo. Hein. Exactement. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit que je souhaitais faire une exposition, mais que je ne voulais pas de planche, parce que je gardais un mauvais souvenir des expositions de bande dessinée que j'avais vues, où parfois on se retrouve à lire un livre sur un mur et je ne voyais pas l'intérêt. Donc c'était, pour leur groupe, ça tombait bien, parce que c'était une contrainte qui leur permettait d'inventer d'autres formes. Et ensuite, donc, pour répondre à votre question, quand on a fait la première exposition de David B ou de Kilofer, les personnes qui ont acheté ces dessins ne connaissaient pas du tout le travail du livre. Donc ça m'a permis, moi, en général, je donnais un album quand une personne s'intéressait au travail de Kilofer ou de David B ou de Yoren. Mais effectivement, ils ont toujours conçu une exposition spécifique. Et quand je les ai rencontrés, ce qui les intéressait, c'est parce qu'ils avaient toujours cette pratique du dessin en parallèle de la pratique du livre et que les deux pratiques se nourrissaient l'une l'autre. Justement, Kilofer, vous vous considérez comment? Comme un auteur, un artiste, un illustrateur? Je sais que vous avez toutes ces casquettes-là, mais par rapport à la... Il faut choisir. Éditeur, oui. Non, mais par rapport à votre pratique personnelle, finalement. Tout ça, tout en même temps. Puisque c'est le cas, donc il n'y a pas... Hein? Puisque je fais tout. Mais je veux dire que quand vous faites de l'illustration, vous faites peu de bande dessinée, finalement. Mais il y a l'idée... si on aimerait bien que tu en fasses un peu plus. Mais... D'abord, je fais ce que je veux. Hein. Puis, moi, je trouve que j'en fais suffisamment. Hein. C'est incroyable, mais d'où je fais peu de bande dessinée? À partir de quand on en fait suffisamment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Incroyable. Du coup, il y a des gens qui se cassent. Non, mais je sais pas. Non, la question, c'est quand vous pratiquez de l'illustration ou quand vous pratiquez de la bande dessinée. Je connais un peu la réponse, mais finalement, la finalité pour vous est la même. Vous produisez des images. Peu importe si ça rentre dans le cadre de l'art contemporain, de la bande dessinée ou de l'illustration. Ouais, c'est ça. Peu importe. Non, mais comment dire... on ne se pose pas des questions comme ça, je pense. Hein. Je ne sais pas ce qu'on dirait Yoren, mais j'ai l'impression qu'on se dit, tiens, là, est-ce que je fais de l'art contemporain ou de la bande dessinée? Enfin, le statut du... Alors aussi, bien sûr, on pense à ce que... on est... Comment dire... la bande dessinée, si longtemps les originaux ont été, effectivement, pas considérés comme des œuvres à part entière, c'est parce qu'effectivement, c'était une sorte d'étape sur un produit
final qui était un livre ou une publication dans la presse. Donc longtemps, effectivement, ça n'a pas constitué des œuvres en tant que telles, c'est-à-dire que c'était pas fait pour être exposé. Et de fait, longtemps, les expos... Enfin, et puis, à vrai dire, peut-être qu'aujourd'hui encore, une exposition de bande dessinée, de planches de bande dessinée qui sont destinées à faire des livres, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, hormis un sens documentaire, un sens... mais c'est vrai que une page de bande dessinée, en soi, n'est pas faite pour être accrochée à un mur. Oui, c'est vrai. Quand on voit, par exemple, les catalogues de vente aux enchères ou chez Christie's, Sotheby's ou chez Arcurial, on est un peu surpris parce qu'on a finalement que des œuvres uniques, très disparates, qui en fait ne sont pas du tout faites pour être présentées de la sorte. Oui, c'est vrai que bon, faut voir la bande dessinée, enfin les artistes de bande dessinée aujourd'hui sous plusieurs angles. Il y a l'angle de la planche et de l'album, on est d'accord. Donc il y a tout un ensemble de critères pour le collectionneur qui sont importants dans ces cas-là. L'album, le passage, le nombre de fois où apparaît le héros, toutes ces choses en fait qui nous paraîtraient futiles dans le monde de l'art, on va dire. Il y a aussi, à l'époque, tous les dessins que faisaient les dessinateurs pour des couvertures d'albums, pour des couvertures de revues, pour des journaux ou autres, qui sont vus aujourd'hui comme des œuvres d'art à part entière. Et depuis une vingtaine d'années, les dessinateurs, en fait, se sont libérés du carcan éditorial pour créer pour eux, depuis 15-20 ans à peu près. Et c'est là, en fait, qu'on a vu toute cette génération... issus essentiellement de l'association, que ce soit Sfar, Christophe Blain, Kilofer, Joren, Lorenzo, Matotti ou Nicolas de Crécy. Il y en a comme ça une trentaine ou une quarantaine qui créent des œuvres à simple finalité, en fait, de se faire plaisir, enfin de dessiner pour soi et d'exprimer des choses. Il n'y a pas de finalité de galerie, en fait. C'est quand même rare. Quand on a un travail de commande de la part d'un galeriste pour faire une exposition de dessin, on a souvent un résultat qui est assez faible. On a ça dans certaines galeries aujourd'hui en bande dessinée, de la part d'auteurs de bande dessinée qui font des dessins de commande. C'est toujours extrêmement faible et pauvre. Pardon. Aussi, mais je sais pas, parce que... T'es quand même un peu culotté de dire ça devant moi, je trouve. Ou devant Joren. Non, parce que justement, en fait, c'est la typologie des galeries de bande dessinée, en fait, qui nous interroge ici. C'est-à-dire qu'on a des typologies de galeries classiques, type Galerie Napoléon ou Daniel Maguen, qui vont effectivement commander une série de dessins à vendre en plus des planches, et un vrai travail de galeriste qu'on peut avoir chez Anne, chez Rina, où on a oublié de parler tout à l'heure, je voyais Gilles Barbier de Georges-Philippe Valois aussi, qui défend cet art depuis pas mal de temps, notamment par Gilles Barbier ou encore par Winschluss. Donc il y a une typologie de galerie de bande dessinée et de galeristes, enfin une manière de travailler. Et je pense qu'ici, on a des galeristes qui travaillent dans le même sens. Anne étant plus diversifiée sur le spectre artistique, entre guillemets, enfin, sans critique. Oui, complètement, parce que disons que la Galerie Martel est vraiment spécialisée dans les dessins, qui peut prendre plusieurs formes. Et pour retourner à ce que tu disais sous la page, voilà, quel intérêt de la mettre sur le mur, je ne suis pas d'accord, parce que l'intérêt aussi, c'est de montrer les processus de travail de cet artiste qui est intéressant. Oui. Non, mais je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'intérêt. Ça peut avoir un intérêt, d'ailleurs. Ça peut être très bien, mais je veux dire, c'est pas la destination d'une page, c'est pas sa destination première. Absolument. Mais oui, absolument. Je me souviens quand j'ai exposé Art Spiegelman, par exemple, qu'il fait des livres et que pour lui, la page sert juste pour qu'elle soit imprimée. Il m'a fait confiance pour après avoir l'exposition, parce que j'avais fait une première exposition de lui. Et quand je suis allée à New York pour le voir, non, je me descends. Donc je suis allée, j'ai regardé dans tous les tiroirs, etc. Et on a fait une exposition qui était liée à son processus de travail. Parce qu'il faut penser que Art, pour arriver à une page, il en a fait une centaine avant. Et des fois, c'est beaucoup plus intéressant de voir ça plutôt que la page terminée. Et voilà, donc ça, c'était un autre angle. Et après, je voulais dire aussi que le public que j'ai qui vient à la galerie, en tout cas, ce qui me concerne, ça peut être aussi un collectionneur qui regarde la page et qui n'a aucun intérêt de le voir exposé. Mais la plupart, c'est des personnes qui viennent dans le monde de l'art, que je pense qu'il y a un certain besoin de retourner au trait, au travail, chose que des fois, je pense qu'il y a une grande absence. Et que des fois, ils achètent une page
sans avoir lu les livres avant, juste pour le dessin, parce qu'ils ont des amateurs de dessin, des connaisseurs, et ça c'est important à le dire, et un public de plus en plus jeune aussi, et diversifié, complètement diversifié. Bon, c'était juste un... Oui, oui. En fait, quand j'ai commencé à parler, c'est juste l'introduction de ce que je voulais dire. Et d'abord pour expliquer que voilà, les pages de bande dessinée n'ont pas toujours, pour les auteurs, n'ont pas toujours été considérées comme des objets plastiques en tant que pour leur valeur plastique intrinsèque, quoi. Et d'ailleurs souvent chez les vieux auteurs, j'allais dire, mais ça peut se produire encore assez fréquemment à l'heure actuelle, un original c'est souvent plein de corrections, de pièces, de rapiessage. C'est pas très beau, c'est pas toujours fini. Mais avec le temps, avec ces phénomènes de galeries, de bande dessinée, tout ça, puis oui, avec le temps, les auteurs ont fini par prendre conscience que peut-être que finalement, on pouvait... donc avec le temps, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'auteurs qui vont penser à ça, quoi, effectivement, qui vont essayer de travailler leurs originaux dans ce sens. Par exemple, ils ne lettrent pas la page. Oui, alors là, je dirais que ce ne serait pas travailler dans ce sens-là, parce que pour moi, une bande dessinée finie, et puis une planche bien achevée, c'est avec la lettre, quoi. Enfin, bon. Non, mais moi, c'est important. Daniel Maguen conseille... Pas lettrer sa page, c'est au contraire. Alors là, je dirais plutôt une démarche industrielle, en prévoyant que ça va être traduit, et du coup, il ne faut pas... Mais moi, par exemple, je vais parler de moi, c'est ce qu'il y a de plus simple, et puis c'est ce que je connais le mieux encore. Quand j'ai commencé à travailler avec Anne, comme elle ne vient pas du tout de la bande dessinée à la base, c'est une galerie, j'allais dire, normale, qui expose de la photo, de la peinture, du dessin, mais contemporain, etc., de l'art contemporain. Pour moi, c'était l'occasion de ne pas faire de la bande dessinée. Elle m'a demandé d'exposer chez elle, je lui ai fait des dessins. Je n'allais pas me lancer non plus ni dans du volume, ni dans de la peinture. Donc voilà. Et puis la bande dessinée est revenue petit à petit, mais sous une autre forme. Par exemple, dans ma dernière exposition chez Anne, j'ai carrément exposé une page de bande dessinée, mais très grande. C'est-à-dire qu'il y avait 68 cases qui avaient chacune un format A3. Donc ça faisait 4 mètres sur 5, je ne sais pas. Enfin voilà, à ce moment-là, c'est l'occasion d'explorer justement, cette histoire de traiter les choses sur le même plan, ça va transformer la bande dessinée, d'une part, et puis en quoi ça peut apporter quelque chose à une exposition de dessin normale, j'allais dire, en quoi la bande dessinée va s'intégrer dans l'art contemporain et un dialogue, quoi, voilà. Donc ça transforme les choses, ça fait avancer le bidule. Et cet ensemble de 68 pages, étonnamment, n'a pas été publié. C'est lui qui l'a acheté. Ouais, mais alors il a été publié, si. Il a été publié dans la revue Pandora en 8 pages, 8 x 8, 64. Mais c'est vrai que c'était pas la destination première. Enfin, j'y avais pensé, mais là, c'est vrai que le processus s'est inversé. C'est-à-dire, comme j'expliquais qu'aujourd'hui, les dessinateurs pouvaient, en faisant leur page, dans le but de faire un livre, penser à une éventuelle exposition. Là, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. J'ai d'abord produit les images en vue d'une exposition, en me disant que il n'y a pas de raison de ne pas la publier éventuellement. Puis c'est bien de voir les deux, quoi. C'est intéressant de voir la chose publiée, puis la chose... Parce que donc chaque case faisait un A3, c'est-à-dire 42 sur 29,7, et publié, ça devait faire des vignettes comme ça, quoi. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais bon, je pense que les deux fonctionnent d'une autre façon. Et pour nous, en tant que collectionneurs, c'était un plaisir rare de pouvoir avoir un ensemble comme ça qui au mur, effectivement, fait 4 mètres par 5. Il est extrêmement difficile d'arriver à avoir des albums complets. On en a quelques-uns qui, effectivement, ont un impact très très fort dans le cadre d'une exposition. Mais très souvent, les planches sont de format 4 à 3, ce qui, sur un mur, en fait, devient très rapidement ennuyeux dans le cadre d'une exposition. Et là, d'avoir comme ça aussi des œuvres extrêmement fortes ou des albums complets, ça raconte la bande dessinée différemment et ça lui donne toute sa dimension, et éditoriale et narrative. C'est toujours très dommage pour un collectionneur d'acheter une simple partie d'histoire
ce serait comme d'acheter un morceau de sculpture. Donc c'est très bien pour la sculpture antique, mais aujourd'hui, acheter un bout d'un Jeff Koons, ça ne sert pas à grand-chose. Et Jeff Koons, c'est un mauvais exemple, mais pour un auteur de bande dessinée et pour un collectionneur, c'est quand même très particulier d'acheter un fragment, en fait. Et quand on a l'occasion d'acheter comme ça un ensemble de 68 planches qui en plus a un impact mural et esthétique extrêmement fort, c'est vraiment une joie et un honneur pour nous en fait. Bon, c'est pas 68 pages, c'est d'abord 64 et puis c'est 64 images en fait. Parce que chaque image, oui, c'est une case. Et voilà. c'est muet, hein, il n'y a pas de... non, il y a quelques bulles. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il doit y en avoir 3. Et conceptuellement, elle est passionnante parce que y a une inversion du noir et du blanc au fur et à mesure de l'histoire, de mémoire. C'est travaillé en réserve à un moment. C'est travaillé à la gouache blanche à un moment sur du noir. Oui, bien sûr, tout le temps. En noir sans gouache sur certains passages. Enfin, il y a tout un aspect conceptuel. Oui, c'est vachement bien. Ouais. Ouais, cela dit, les auteurs qui conservent tous leurs originaux, et donc des albums complets, sont rares. Ouais. En général, ils les conservent. Et puis du fait de ce qu'on a raconté tout à l'heure sur le manque de structure du marché aussi, il y a beaucoup de pièces qui sont dispersées, qui sont perdues, qui sont offertes. Alors, il faut voir qu'il n'y a pas seulement les auteurs de bande dessinée qui réfléchissent à l'exposition et à la vente de leurs originaux. Il y a aussi l'inverse. Alors, par exemple, Art Spiegelman, vous l'évoquiez tout à l'heure, Rina, sur À l'ombre des tours mortes, ses originaux sont des fichiers, des successions de fichiers numériques. Pourquoi d'ailleurs une des pièces que vous exposez est tout à fait remarquable, It Pie Sunday, ici chez Drawing Now. Bastien Vives, et tu nous en parleras si tu veux, Dart, mais Bastien Vives, lui, ne produit plus que sur palette graphique, donc il n'a pas d'originaux à vendre. Et c'est quand même un statut particulier. Lucas, qu'est-ce qui, selon vous, puis je poserai la question aux autres intervenants, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'une planche est remarquable, hormis les refrains un peu connus que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la présence du héros, il y a la question de la singularité qui peut éventuellement être accrochée, vous disiez aussi une planche muette. Qu'est-ce qui fait la grande valeur d'un original de bande dessinée, hormis les grands noms, on va dire, hein? C'est assez difficile à exprimer parce que nous, effectivement, on essaye de sortir de tous ces cadres habituels de présence des héros, de scènes d'action ou de passages importants du livre qui, pour nous, n'ont pas une importance majeure. Ça en a pour le lecteur et ça en a pour... dans le cadre de l'œuvre de l'artiste, mais non, qu'est-ce qui nous... faut que les codes... Je me suis laissé dire, par exemple, que dans ce cadre-là, je ne savais pas du tout ça, la présence du héros, c'est connu, mais alors il paraît qu'il y a encore plus fort, c'est la présence du héros qui dit son nom. Je m'appelle Blueberry. Ouais. On parle de gens qui s'intéressent qu'à la BD, support BD, et qui s'intéressent pratiquement plus à l'auteur. Moi, ça, en tout cas, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et c'est des collectionneurs qui, pour moi, sont aussi spéculatifs. Enfin, c'est un achat spéculatif plutôt que... Enfin, parce que on se dit, voilà, on compte le nombre de fois où il y a le héros et on imagine que ça a que chaque case correspond à un prix. Hein. Ça, dans les planches d'Hergé, c'est ce qui s'est fait pendant très longtemps. Et donc, on pense à plus-value à court ou moyen terme. Donc ça, c'est pas du tout l'objet... de nos collections ni de vos acheteurs, hein, tous les deux, hein, je crois. Non, il faut que ça renouvelle les codes de la bande dessinée. Enfin, c'est un art magnifique, c'est un art extrêmement complexe, et nous, on cherche avant tout à en démontrer sa spécificité et sa complexité. À ce sujet, d'ailleurs, il y a un livre magnifique qui vient de sortir en Espagne d'Enrique Bordes sur l'architecture des planches. Ça intéressera d'ailleurs beaucoup Joren Garner. Il est somptueux, c'est toute l'histoire de l'architecture des planches et de la géométrie et des structurations au fur et à mesure de l'histoire. C'est Art Spiegelman d'ailleurs qui me l'a conseillé à Noël. Donc comme quoi tous les liens se font. Et ça va nous intéresser. C'est typiquement, on va se diriger vers une planche parce qu'elle a apporté quelque chose à son art. La simple finalité d'être ou parce que c'est un album mythique qui a marqué un tournant ou un moment dans l'histoire du 9e art. Enfin, je pense que c'est... Après, il y a le côté graphique et plastique, hein, évidemment, qui est essentiel. Si c'est en couleur directe, par exemple? Ça nous concerne pas. Ça concerne les galeristes qui, effectivement...
font travailler leurs artistes en couleur directe, sans lettrage, case par case en grand format, pour que ça ait plus de valeur sur le marché. La couleur directe, c'est enfin, c'est pas une finalité en soi. Après, il est sûr que sur un mur et dans le cadre d'une exposition, une planche en couleur peut parfois avoir plus d'impact qu'une planche en noir et blanc. En tout cas, qu'il faut savoir varier. Pour ne pas rendre ennuyeuse une exposition, il faut savoir varier quand même les formats et comment dire, la beauté visuelle et plastique d'une salle, quoi. Je trouve la question un peu tendancieuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'intérêt d'exposer une page de bande dessinée? C'est ça la question? D'acheter. Ouais. Je trouve ça un peu curieux. C'est comme si tu envisageais a priori qu'il y aurait une spécificité en bande dessinée par rapport aux autres arts où on pourrait déterminer en bande dessinée qu'est-ce qui ferait l'intérêt dans ce cadre. Tu penses que c'est pas le cas? Imagine la question, si on parle de peinture ou de sculpture, imagine. Mais tu penses que la bande dessinée n'a Et quand tu imagines le truc, spécificité? ben non, je pense pas, non, pas du tout. Non, mais c'est pas critique. Non, mais je comprends très bien parce que c'est normal. Mais justement, c'est pour. Je dis ça pour bien faire comprendre que c'est la même chose, quoi. Si on se pose la question en peinture, bah c'est exactement les mêmes questions. La notoriété de l'artiste, bah oui, ça va compter sans doute pour certains collectionneurs. Ce que ça raconte, le sujet, si c'est de la peinture figurative, un peu narrative, ça a son importance. La plasticité, enfin la beauté de la chose, hein, c'est exactement les mêmes questions. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une spécificité en bande dessinée. Je m'inscris en faux, mais comme je ne suis pas combattant. D'accord. Non, mais ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est comme c'est vraiment un art hybride, on ne le situe pas entre la littérature et la peinture, ça agace, mais je me rends compte... Moi, j'ai fait 2 expositions avec Yona Friedman, qui est architecte, et là, ça pose aucun problème. Qu'il y ait d'autres pratiques artistiques dans une galerie d'art contemporain, ça pose pas de problème. Mais effectivement, la BD, à chaque fois, il y a un truc qui grince. Mais la BD, je pense, c'est parce que ça englobe tout ce commerce où il y a aussi beaucoup de choses inintéressantes. Mais comme dans tout domaine. Déjà, les mots BD ou bande dessinée, etc., on veut le mettre toujours dans l'idée, voilà, d'un produit de masse, etc. Après, c'est vrai que depuis, je pense, ça a voulu tous les ventes aux enchères qu'il y a eu, etc. Ils ont incrémenté beaucoup. Mais je ne sais pas s'ils vont dans le bon sens pour faire reconnaître cet médium, qui est un médium exceptionnel, parce que si on pense à la bande dessinée, c'est un peu lié au cinéma, si on veut, sauf qu'on est toute seule, on a juste besoin d'un papier, d'un nom. Et voilà, donc, d'ailleurs... Le gros non, problème, en tant que médium, ça a des spécificités, la bande dessinée, oui, évidemment. Oui, mais, bien sûr. En fait, oui, tout ça. Enfin, voilà, il y a tout un dispositif qui est ce qu'il est, puis il y a l'aspect édition de la bande dessinée. Mais là, enfin, pour ce qui est un collectionneur, enfin, je veux dire, qui va acheter ça, quelqu'un qui va acheter ça, c'est des considérations purement esthétiques et puis affectives, quoi. Enfin, comme toujours, comme pour le reste. Oui. Oui, non, mais en plus, je vais penser, la semaine prochaine, j'aurai une exposition d'écrisoires. Et là, par exemple, le nombre de il n'y a pas que les collectionneurs type qui, bien évidemment, connaissent écrisoires, etc., mais ça s'ouvre à un monde complètement différent, des personnes qui arrivent du monde de l'art et qui voient les dessins en soi, la conception, non mais le problème, il vient du lecteur, en fait, en bande dessinée. C'est comme de comparer une galerie de la place du Tertre ou de la place des Vosges à une galerie du Marais. En bande dessinée, on a la même chose, sauf que le collectionneur, à la base, il vient de la lecture d'un album. Donc, c'est sûr que les succès éditoriaux, malheureusement, drainent une cote qui ne correspond pas à la valeur plastique et graphique d'un artiste. Et donc, on a plutôt tendance, dans la bande dessinée, à suivre un artiste de la place des Vosges parce qu'il a un grand succès et parce qu'il parle à la masse, plutôt que d'aller dans le Marais, dans une galerie extrêmement sélecte et d'acheter une œuvre d'art. Et donc, en fait, on a vraiment un marché à 2 vitesses dans le monde dans le 9e art, en tout cas, qui correspond à ce problème entre succès éditorial et qualité plastique et graphique de l'artiste qui réalise. Si on compare à un artiste qui tire à
à, je sais pas, un Gibra et un Kilofer, c'est belle comparaison, on va avoir... Gibra fait plutôt de la bande dessinée classique en couleur directe. 1000 exemplaires, je crois, à peu près, et... Kilofer, j'ai le droit de dire tes chiffres, tu peux les dire tout de suite. Si tu les connais, vas-y, n'hésite pas. Non, enfin, je sais pas, autour de 10 000. Ah, je connais pas mes chiffres. 10 000. Quand on aime, on ne compte pas, tu sais. Non, mais voilà, et en fait, vous vous retrouvez... 10 000 Ah non, non. Je sais pas. Dans ces eaux-là, non 3000 3000, voilà. Donc vous vous retrouvez en fait avec un grand artiste qui tire à 3000 exemplaires dans une maison d'édition qui est pas diffusée aussi bien que Futuro, on va dire, et vous vous retrouvez avec un dessinateur de Futuro qui tire à 150 000 exemplaires. Donc vous avez un art qui est vendu chez Christie's des fortunes, et vous avez un artiste qui est vendu... à un prix nettement plus raisonnable, on va dire, dans une galerie d'art contemporain et de bande dessinée. Non, mais il faut dire les choses. Enfin, je pense que Anne, tu ne me contrediras pas là-dessus. Il y a un vrai problème sur le rapport édition et succès d'édition et code d'un artiste et réalité en fait de la valeur de cet artiste. Joren serait dans le même cas, Nicolas de Crécy est dans le même cas, les 3/4 de tes artistes sont dans le même cas, David B également, Lorenzo, sauf avec un succès comme l'Ascension du Haut Mal. Donc voilà, on pourrait citer... après, il y a des choses un peu étranges comme Davodo qui va tirer à 150 000 exemplaires mais qui ne vaut rien sur le marché. Enfin, il y a des choses bizarres en la matière. Mais ce problème... Et à quoi c'est dû ça, d'après toi? Parce que j'ai une petite idée sur la question et qui touche d'ailleurs, je trouve, à la nature particulière de la bande dessinée et du dessin d'art, qui est quand même le dessin. C'est-à-dire que Davodo, j'aime beaucoup lire Davodo, mais enfin... il dessine pas très bien. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que la cote ne suit pas aujourd'hui sur et que ces planches ne sont pas des objets à mettre au mur. Mais il y a... en fait, voilà, ce que l'on a aussi dans la bande dessinée, c'est que le travail éditorial et le succès éditorial est souvent repris par des galeries qui arrivent à vendre très très cher derrière l'album, les planches de l'album. On a ça avec Gibra, on a ça avec beaucoup d'autres. Alors que le travail réel en fait de vrais artistes de bande dessinée se fait non pas un peu par les éditeurs bien sûr, mais surtout par les galeristes en fait qui défendent de manière très particulière chaque artiste. Donc c'est quand même une incongruité qu'il doit faire, tu l'admettras. Alors ça me fait penser à quelqu'un comme Robert Crumb. Il y a peu de temps, il a déclaré que Robert Crumb vend très très peu ses livres. Il a déclaré, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, les premiers numéros de Zap Comics étaient imprimés, réimprimés, vendus sans qu'il touche forcément des royalties. Mais par contre, il a vécu toute sa vie en vendant des originaux. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un immensissime dessinateur. Il a été exposé au musée d'art moderne où, par ailleurs, l'ensemble de la Genèse était accroché sur les murs, ce qui était très belle salle, relativement ennuyeux. Moi, j'étais très impressionné par cette salle. Échec d'exposition, hein, ils ne referont jamais au musée d'art moderne d'exposition de bande dessinée parce que le succès public a été extrêmement faible. Donc, alors qu'ils pensaient que... Non, mais c'est terrible enfin, de se dire ça. C'est-à-dire que voilà, ils ont eu Crumb et ils ont eu vraiment tant le catalogue qui est en solde aujourd'hui que l'exposition n'a pas remporté son succès. Mais enfin, ça l'a fait vivre. On revient sur Zap Comics, 400 000 $. Il y a 2 mois chez Heritage en vente aux enchères. Il y a 4 mois. Le comic book original. Non, la couverture du Zap Comics numéro 1 d'une variante. Voilà. Il y a un petit peu les choses entre le prix d'un album et ce qu'il a la rémunération en fait que l'on peut toucher pour un album et le prix réel des œuvres aujourd'hui. Voilà, 4 planches de Jumping Jack Flash, 180 000 $ à New York il y a 1 an. Et le premier numéro de Superman? Ouais, mais ça c'est... C'est un quiz d'ordre philatéliste, Anne. C'est quoi? C'est 1 million, 1 million oui, ça fait beaucoup. Ouais. Un truc comme... Non, je voulais juste dire que moi, la galerie a fait 2 expositions de Robert Crumb, mais pour retourner à l'exposition des pages, c'est extrêmement difficile de les exposer parce qu'il faut aussi qu'il y ait de l'ordre et les spectateurs doivent toujours savoir où est-ce qu'il est parce qu'on revient toujours à la même chose. Bien évidemment, les collectionneurs fanatiques, etc.,
plus c'est confusionnaire et plus ça l'arrange, si on veut, parce qu'il regarde chaque détail, chaque petite chose, regarde, etc. Mais le visiteur ou quelqu'un qui s'approche, qui vient d'un autre milieu, c'est évident qu'il a toujours besoin de savoir où il est, ça crée sinon de la grande confusion. Donc je trouve que exposer la bande dessinée, ça aussi particulière, c'est aussi différente et c'est important aussi comment on l'expose. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grande exposition de Robert Crumb, il y a de plus en plus des musées qui s'ouvrent voilà, en exposant des auteurs, mais je ne sais pas s'ils ont assez le courage pour montrer aussi autre chose et pas voilà, seulement certains noms, etc. Donc voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, il y a de nombreux auteurs pour qui vous représentez une source de revenus qui est non négligeable finalement. Comment? Je dis, il doit y avoir des auteurs pour qui votre galerie représente une source de revenus non négligeable finalement. Moi, je travaille vraiment que avec donc Yoren, Kilofer et David B. Vous savez qu'il y a des gens dans l'art contemporain, ils ne savent même pas que Yoren fait de la bande dessinée. En fait. Non, c'est des gens de la bande. Ah oui, ouais. oui, bien sûr. Oui, ou quand Yoren a fait TNT en Amérique, tu m'as dit que les gens de la BD disaient mais c'est quoi ce truc, c'est pas une bande dessinée. Donc il y a aussi Yoren s'amuse aussi vraiment, c'est plus une sorte de regard. Mais plus je serai considéré comme un étranger dans un domaine, mieux ça me conviendra. C'est-à-dire que moins on peut me cloisonner dans un domaine, mieux ça me convient en fait. Plus j'arrive à sortir d'un domaine, plus c'est intéressant pour moi. C'est le cas aussi pour Wunschluss. On voit aussi bien tout l'intérêt qu'ils ont à être exposés dans des galeries dites d'art contemporain. Wunschluss gagne évidemment beaucoup plus d'argent en exposant qu'en publiant. Mais moi, mes revenus, c'est la presse, c'est les expositions et c'est l'édition en fait. Il n'y a pas quelque chose qui vient en plus de l'autre, ça s'équilibre. Ouais, puis je me souviens, il y avait eu parce qu'à une époque, c'était assez récurrent ce débat art contemporain, bande dessinée, gna gna gna. Puis c'était à la Maison Rouge où tu étais classé dans la partie art contemporain. Oui, parce que c'était une exposition un peu curieuse où il y avait à la fois bande dessinée et art contemporain. Oui. À un certain moment, il faut. Oui, mais il me semble que tu avais expliqué que les organisateurs ne savaient pas que tu faisais de la bande dessinée, c'est ça? Oui. Alors que typiquement, alors là, il est. Effectivement, Yoren, il est vraiment un pied dans les deux. Mais en fait, et les organisateurs de l'expo, ils ne savaient pas, quoi. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment quelqu'un de bizarre. Mais moi, je sens une sorte de décalage, là, parce que vous parlez vraiment de la bande dessinée qui est vendue en galerie. Voilà. C'est-à-dire que c'est le thème de notre rencontre. Oui. Non, mais bien sûr, mais... Non, mais quand je dis décalage, c'est-à-dire... Mais chez Anne, hein, puis... on se dit pas ça, quoi. Il se trouve qu'on fait de la bande dessinée et des expositions. Alors après, ça se mélange, quoi. Mais et on voit derrière moi, je ne sais pas si vous avez aperçu toutes les images qui sont dans cette exposition, c'est parfois très difficile de savoir qui fait de la bande dessinée, qui fait du dessin d'art. Oui, d'ailleurs, il y a l'autre phénomène aussi. Il y a beaucoup de dessinateurs de dessins contemporains qui n'ont jamais fait de bande dessinée. Je sais pas si tu as vu passer ça sur Facebook, là, le type qui dessine comme Blutch, un peu. Il y a eu tout un débat, truc qu'a posté, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a beaucoup... Comme moi, je me souviens, tu disais ça tout à l'heure, que c'est vrai que nos collectionneurs chez toi, ils viennent pas forcément de la bande dessinée et ils savent pas qui on est. Ma première expo chez toi, j'ai vendu 2 dessins. J'étais mortifié. J'en ai vendu un à Anne elle-même et l'autre à sa sœur. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Et puis elle m'avait expliqué, mais... Bon, j'avais quand même 40 ans à l'époque, puis j'avais une petite carrière. Bon, je suis pas très connu, mais quand même. Elle m'avait expliqué que j'étais un petit jeune dans le milieu, parce que c'est vrai qu'on déboulait, personne ne nous connaissait. Et je dis ça pour dire quoi Si je peux me permettre, justement, pour cette exposition, je me souviens d'une ou deux personnes qui sont rentrées, qui sont reparties aussi sec, parce que je pense qu'ils attendaient de voir des planches de Kilofer, et comme il n'y avait pas de planches, ils sont repartis parce que ça les intéressait pas. Donc c'est pour ça que voilà. Mais
Et la même année quasiment, il y avait une exposition de Robert Crumb, si ça peut te rassurer, chez Aline Vidal, où elle n'a rien vendu non plus, hein, de mémoire. Oui, non, mais c'est pour dire en fait les écarts aussi et comment les choses peuvent changer assez vite. Oui, donc, oui, voilà, je raccroche les wagons, pardon. Il peut y avoir le phénomène aussi où, comme les gens qui s'intéressent à l'art contemporain ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe en bande dessinée, des escroqueries, on va dire, sont rendues possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phénomènes, un jeune ou pas jeune, j'en sais rien, un artiste d'art contemporain peut allègrement aller piller un auteur de bande dessinée, mais vraiment. Et puis ça passe comme une lettre à la poste, parce que les collectionneurs d'art contemporain n'y voient que du feu. Ils ne savent pas. L'inculture, elle marche dans les deux sens. Hein, et du coup, bon, ça peut permettre certains abus, je trouve. Bon, après, l'histoire fera le tri. Je pense que la chose plus importante, en effet, c'est de garder la qualité. Ça, c'est la première chose. Et j'ai vu avec la galerie, la ligne artistique qu'on a eue depuis les débuts, depuis 10 ans, ça a permis à nos collectionneurs de devenir fidèles, de découvrir. Ils ne connaissaient pas des artistes, mais ils aiment bien le dessin, ils connaissent quand même les traits, et ils nous font confiance. Et effectivement, ils rentrent, ils ne savent pas effectivement qu'est-ce qu'ils vont aller voir forcément. Et ils nous font confiance et ils achètent des pages, ils achètent des dessins. Donc, je pense qu'il faut vraiment décloisonner ça et penser surtout à la qualité du dessin en soi. Et c'est vrai que le travail de Anne est très centré sur l'accompagnement de 3 artistes issus de la bande dessinée depuis 20 ans, 15-20 ans. 15 ans, 20 ans, alors qu'effectivement le travail est en agenda. Non, justement, il est complètement décentré. Oui, décentré, mais tu n'as jamais eu d'autres, tu n'as jamais voulu continuer, tu aurais pu prendre beaucoup d'autres dessinateurs, je crois. Oui, non, parce que l'idée, effectivement, c'est de faire un pont, parce que justement, je voyais qu'il y avait beaucoup d'artistes qui puisaient dans l'univers de la bande dessinée. Et pourtant, le public d'art contemporain ne connaît pas du tout la bande dessinée. Donc, ça m'intéressait d'amener des auteurs importants au sein de la galerie. Et c'est bien aussi ces allers-retours. Comme vous avez dû voir l'exposition de Bertrand Lavier quand il a fait Walt Disney Productions. Là, tout le monde s'en amuse, justement, qu'il reproduise des tableaux et des sculptures à partir de ce qu'il a trouvé dans les albums de Mickey. Yoren aurait pu faire ça, par exemple. Oui, il y a ces mots fameux d'Hervé Di Rosa qui a coutume de dire qu'il se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si jamais les gens s'aperçoivent que ce qu'il fait, c'est de la bande dessinée. Oui. Mais enfin, lui, c'est pareil, c'est un grand amateur de bande dessinée. Oui. Et j'ai retrouvé ces décloisonnements dans la collection de Print, justement, que vous avez lancé, où là, sur des images uniques, on a bien du mal à se rendre compte de qui fait quoi. En fait, on travaille tous aujourd'hui, je pense, dans le même sens, sur le décloisonnement de cet art pour le rendre plus lisible, plus compréhensible et pour le lier un peu plus aux autres arts. Réellement, il y a une forme de mépris depuis très très longtemps sur les artistes de bande dessinée, qui est logique dans la mesure où dans la bande dessinée, on peut tout mettre. On peut mettre un auteur comme Dany autant qu'un auteur comme Lorenzo Mattotti. Il y a des mondes en fait. Il y a une histoire de la bande dessinée qui n'a pas été faite. Donc à partir du moment où elle n'est pas faite, on ne sait pas séparer le bon grain de livret tant en tant que collection qu'en tant que musée. Il n'y a pas de collection en dehors de celle du musée d'Angoulême en France et aucune politique d'acquisition publique. Donc en gros, le collectionneur est laissé à lui-même, on va dire. Il n'y a que le travail de quelques galeristes pour pouvoir nous aider et quelques maisons d'édition qui font vraiment un travail extraordinaire comme l'association, les Requins-Marteaux ou d'autres, pour pouvoir nous aider à comprendre en fait la qualité de certains auteurs par rapport à d'autres. Et oui, nous, par la production en fait d'estampes et par le mélange d'artistes contemporains et d'auteurs de bande dessinée, on essaie de faire comprendre qu'il n'y a pas d'auteurs de bande dessinée, il y a des artistes qui s'expriment différemment. Or, c'est sûr que certains sont plus narratifs que d'autres, mais c'est le même monde en fait. Et donc voilà, on cherche un décloisonnement complet pour faire enfin comprendre aux gens qu'une œuvre de Damien de Roubaix n'est pas si différente que ça, qu'une œuvre de David B. ou que de Stéphane Blanquet. Voilà, c'est des choses un petit peu de ce genre qu'on essaie de... Je trouve qu'il y a une chose qui manque absolument, si on pense qu'à Paris, il y a je ne sais pas combien de
centre art, etc., exposition, etc., il manque un lieu qui est consacré à les arts graphiques plus en général et qui ne soit pas forcément une galerie qui doit vendre, mais un lieu. Voilà. Et donc ça, je trouve sur Paris qui est un vrai... Ça va venir. Parce que bien évidemment, après les expositions, c'est... Espérons. Et c'est toujours le vœu de Michel-Édouard Leclerc. Et Wolinski va être exposé au Palais de Tokyo. Une soixantaine de pièces là au printemps. Bien, ce débat touche à sa fin. Peut-être si vous avez des questions, on peut faire passer le micro parmi vous. Allez. Ah bah il n'y a personne. Et Rohan, 2 mots. Tout a été dit. Bien. On a bien assuré, on a dit tout ce que vous vouliez savoir. Bon, bah, il me reste à vous remercier tous les participants et participantes de ce débat. Merci.